Super, on commence. Ok. Désolé. Bonjour à tous. Merci David de m'avoir proposé cette intervention. Pour petite présentation avant de commencer, donc moi c'est Alice Choury, je suis bioinformaticienne à l'INRAE à Petit-Bourg. Et avant d'être à l'INRAE, parce que j'y suis depuis 4 mois maintenant, avant d'être à l'INRAE, je travaillais essentiellement dans les CHU en métropole sur la détection de variants, soit dans les cancers, soit dans les maladies rares. Voilà essentiellement sur quelle est mon expertise en bioinformatique. Et désormais, maintenant, je travaille sur deux domaines. Donc, à la fois du RNA-seq, qu'on va aborder aujourd'hui, et à la fois de la métagénomique. On aura peut-être l'occasion de présenter une autre fois. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement du RNA-seq. Donc, ça va être, comme je ne connaissais pas un peu le public, donc il va y avoir un peu plus une partie présentation réellement de la technique et de ce que je fais, plus que des résultats. Mais il y aura quand même un peu de résultats quand même. Donc, c'est sur l'expression différentielle entre deux races chez le porc, donc qui est le large white et le créole. Donc, c'est deux espèces que l'on retrouve en Guadeloupe. Ces deux espèces qu'on retrouve en Guadeloupe, on a des différences déjà morphotypes. Donc, j'ai pas trouvé le poids du Vera, mais à mon avis, ça doit être autour de 250 kilos. Mais on peut repérer que déjà, ils sont plus petits et un peu moins gros que la partie large white. C'est aussi la croissance est réduite, donc c'est pas que la croissance, enfin c'est pas que le poids et la taille maximale, c'est aussi la vitesse en général qui est réduite sur la croissance. Ils ont aussi une performance reproductive un peu plus faible que le large white pour le créole. Par contre, ce qui les différencie le plus, c'est la couleur de leur robe. Donc, ils vont être essentiellement grises et cendrées. Et de l'autre côté, on va avoir des blanches. Donc, ici, ce que l'on cherche à faire, c'est ce que je disais, c'est qu'on va étudier les différences de transcription. L'autre. Ouais. Donc, la différence transcriptionnelle au niveau entre les deux races, le large white et la race créole. Donc, et en plus de ça, on va être dans une expérience qui va être un peu plus globale, où on a en plus de ça étudié le régime alimentaire. Mais dans cette présentation, je ne vais pas en parler plus que ça, puisqu'on va prendre des données où les porcs ont été soit nourris ad litem, donc sans restriction, soit après restriction, mais du coup qui ont été renourris, réalimentés de manière sans restriction après une phase de restriction, mais du coup qui récupèrent en fait leur croissance et leur poids qu'ils auraient pu avoir s'ils n'avaient pas eu cette période de restriction. Donc on va avoir pour cette analyse-là, pour cette présentation, j'ai fait 2 analyses. Donc l'analyse 1 que je vais appeler ADLIB, donc on verra par la suite. Donc il va y avoir 4 types d'échantillons, mais ils vont être à chaque fois fusionnés en 2 groupes. Donc soit il va y avoir le groupe large white ici, où les J28 et les J42 ont été mis ensemble. On ne fera pas la différence si les prélèvements ont été faits avant ou après, après une période ou pas.
Et un deuxième groupe, mais cette fois-ci pour le créole, exactement la même chose. Et enfin, on a une deuxième analyse, donc en vert ici, analyse 2, que j'aurais appelée J42. Et là, j'aurais fusionné le groupe où les porcs n'ont pas eu de période de restriction alimentaire et ceux qui ont une période de restriction alimentaire, mais après réalimentation. Donc au final, qui retrouvent une phase de croissance similaire à s'ils avaient été nourris comme prévu. Et donc ça, à la fois chez la partie large white et la partie créole. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais c'est important pour la suite parce que c'est ces deux analyses qu'on va faire. Donc là, c'est la partie un petit peu théorique ou comment fonctionne un petit peu la partie RNA-seq. Donc à ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est à J28 et à J42, on va faire des prélèvements de sang sur les porcs. Et à partir de ces prélèvements de sang, nous allons extraire l'ARN-M. Donc là, je n'ai pas détaillé, mais il y a plusieurs étapes à ce niveau-là. Et on fait assez rapidement la rétrotranscription en ADN-C afin de rendre l'échantillon stable, parce que l'ARN est un produit très fragile. Et qui, s'il est contaminé, en plus de ça, va se dégrader très rapidement. À la suite, on fait des ligations de barcode. Donc là, j'ai bien mis deux petits échantillons parce qu'on a fait 2 petits prélèvements de sang. Et donc, c'est ces barcodes qui vont nous permettre de faire un multiplexage et de tout assembler dans un même, j'ai perdu Eppendorf par la suite. Et donc après, on va pouvoir faire la ligation des adaptateurs pour le séquençage. Et le séquençage est envoyé, pour le séquençage, les produits sont envoyés à Genotool, qui nous font le séquençage et qui nous rendent les données brutes informatiques. S'il y a des questions entre-temps, n'hésitez pas, parce que sinon ça va être peut-être un peu trop fouillis, donc n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, à la sortie des données Genotool de séquençage, on récupère ce qu'on appelle un fichier FASTQ. Et Genotool nous assure la qualité de ces FASTQ, puisque on a les FASTQ-C en même temps, et si ces FASTQ-C, donc la qualité de nos séquençages est trop mauvais, ils nous refont le séquençage. Donc, on est sûr que les produits qu'on a est de bonne qualité. Donc, nous, on part de ces FASTQ pour faire l'alignement. Et on commence par l'alignement. Et cet alignement, en fait, est particulier pour le RNA-seq, puisqu'on est obligé de... généralement, on utilise un BWA pour l'ADN. Et là, on est obligé d'utiliser un autre outil. Donc, ça peut être STAR, il y en a d'autres qui existent, TOPAT par exemple. Mais ils fonctionnent à peu près tous de la même façon, sachant que, par exemple, on a une séquence ici, qui a été, donc, c'est notre FASTQ qui est ici. Et en fait, il va y avoir eu des fusions qui se sont faites, puisque, en fait, entre les exons, il y a normalement des introns, forcément, où il peut y avoir aussi des exons qui ont splicé. Donc, sur le génome de référence, forcément, il y a des informations qui sont entre ces deux éléments. Donc, pour l'alignement, il y a des petits ajustements qui sont nécessaires pour s'assurer que l'alignement est correct et ce n'est pas juste un problème de séquence à la base. Donc là, ça c'est le premier cas classique, mais il peut y avoir aussi des mismatchs. Donc là, on a un alignement parfait ici. Il peut y avoir aussi après des mismatchs. Il est aussi capable de pouvoir continuer l'alignement de cette façon-là. Et il peut aussi avoir un alignement parfait d'une partie et après, par la suite, avoir par exemple une queue polia qui s'est
formée, comme c'est pour la fin des ARNM. Et donc, cette partie-là va être marquée tout d'abord, et puis éliminée de l'analyse par la suite, parce que ce n'est pas l'information qui nous est utile. Donc là, on a une représentation IGV où on voit bien sur cette piste-là justement toutes les jonctions qui ont été faites entre les différents exons. Et bon, ce n'est pas forcément hyper visible, mais il y a différents transcrits où là, on voit qu'il y a eu à la fois un transcrit qui utilise cet exon-là et où il y en a d'autres, au moins un autre, où cet exon a subi un épisage alternatif. Donc, ça peut avoir du coup deux transcrits possibles à ce moment-là. Donc, une fois qu'on a l'alignement de fait, on obtient un fichier BAM. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir commencer à compter pour chaque gène, on va compter le nombre de reads qui a été aligné sur ce gène-là. Donc, moi, là, j'utilise htseq-count. Et donc, le fichier résultat, c'est un fichier tableau très simple. Donc là, j'ai mis pour un échantillon, mais si on avait plusieurs échantillons, il y aurait une colonne de plus qui se rajouterait. Et donc, les lignes, c'est chaque gène de notre génome de référence. Ici, je vous ai mis les possibilités où il y a les cas particuliers, ce qu'on peut dire, où il peut y avoir potentiellement ambiguïté. Donc, je ne vais pas forcément faire les premiers, mais par exemple, là, on a le cas où le read il poursuit l'alignement au-delà du gène A. Donc là, nous, l'option qu'on prend, c'est intersection, c'est celle du milieu, intersection stricte. Et donc là, s'il va poursuivre au-delà du gène A, on ne le compte pas. Et généralement, si il va prendre autre chose que le gène A, ou qu'il va y avoir une ambiguïté ici, donc là où ça peut être le gène A ou le gène B, il ne va pas le prendre. Par contre, ici, vu que certes, il y a cette partie-là où c'est commune, mais qu'il y a une partie qui est vraiment propre au gène A, il va considérer que c'est ce read-là et convient au gène A. Donc, c'est comme ça qu'il va être compté. Et si le read ne peut pas être, a pu avoir plusieurs alignements possibles, il ne va pas être compté par la suite. Donc, une fois qu'on a notre compte, il est important de normaliser les données parce que chaque séquençage a son propre compte. Donc là, j'ai fait un exemple très schématique. On peut avoir des différences entre chaque échantillon assez importantes. Et donc, c'est important de normaliser ces données pour pouvoir avoir une comparaison. Pour pouvoir comparer les données entre elles, c'est beaucoup plus simple, c'est sûr. Et donc, il y a plusieurs façons de normaliser des données, mais le DSEC, lui, ce qu'il utilise, c'est la méthode median ratio, où on va d'abord calculer une moyenne qui va nous permettre de faire le ratio des comptes par gène et par échantillon. Et après, on va prendre la médiane de ces ratios pour chaque échantillon. Et une fois qu'on a appris cette médiane ratio, on recalcule le compte par gène et par échantillon pour avoir notre compte normalisé. À la suite de ça, donc, on fait une modélisation, enfin, on va suivre une modélisation
on va suivre un modèle de loi binomiale négative parce que c'est celle qui représente le mieux les données génétiques. Et toutes les variations qui vont être repérées en fonction de cette loi, nos données en fonction de cette loi, vont être relevées et on va calculer une probabilité de cette différence, donc de potentiellement cette expression différentielle. Et à cette p-value, on va en faire une correction. Donc, je pense que vous connaissez tous la méthode de Benjamini. Donc, je ne réexplique pas. Et donc, à la fin de ça, on a enfin nos données d'expression différentielle où on va avoir deux informations importantes, la p-value et le fold change. Donc, la p-value corrigée, on va établir un seuil. Donc, généralement, on le fixe à 0,05. Et donc, on considère du coup 5% d'erreur de notre que cette probabilité d'expression différentielle. Et notre fold change, donc s'il est en logarithmique, et donc au-delà de 2, on considère qu'il y a une surexpression. Et en dessous de moins 2, il y a une sous-expression nette. Alors après, on peut dire... on peut essayer de regarder entre 1 et 2 ou moins 1 et moins 2, mais c'est moins net et donc il y a plus de probabilité que ce soit du bruit. Mais au-delà de 2 et en dessous de moins 2, ce sont des vraies surexpressions et sous-expressions. Donc ces données-là, on peut les représenter graphiquement. Et donc là, il y a deux possibilités je propose deux possibilités de représenter graphiquement ces données. Donc là, on a le mAplot. Donc là, on représente en ordonnée, donc c'est le fold change. Donc justement, la force de le niveau de surexpression ou de sous-expression, donc surexpression ou sous-expression, et c'est en fonction de la moyenne de normalisation des comptes. Donc du coup, c'est chaque point en rouge ici a potentiellement à ce niveau-là une sous-expression, donc c'est un gène sous-exprimé dans notre situation. Donc là, c'est J42, donc c'est la sous-expression. Donc chaque gène ici, c'est la sous-expression d'un gène créole, chez le créole par rapport au large white à chaque fois. Et là, c'est la surexpression de ces gènes-là, donc chez le créole par rapport au large white. Et là, c'est une autre représentation où on a les p-values en ordonnée et le fold change à nouveau ici en abscisse. Et donc là, j'ai fait les lignes seuil que je vous ai parlé, donc ces fameux seuils que je disais tout à l'heure. Donc ici, on a le fameux 0,05 à ce niveau-là. Et là, on a le moins 2. Donc tous ces points qu'on voit ici, ce sont les gènes qui sont sous-exprimés chez le créole par rapport au large white. Et ici, ce sont tous les gènes qui sont surexprimés chez le créole par rapport au large white. Donc là, j'ai fait la même chose pour le adlib, donc c'est exactement la même chose. On a des petites différences, c'est normal vu qu'on n'a pas les mêmes données. Qu'est-ce qu'il me fait ? Voilà. Donc, à la suite de ça, j'ai fait des ACP. Donc ça, c'était pour pouvoir vous observer si on a la possibilité, si on a la capacité avec nos données de séparer les groupes créole et large white
Donc, si on a suffisamment d'informations de gènes surexprimés et sous-exprimés entre les deux espèces. Et donc, on voit qu'on arrive quand même plutôt bien à séparer chacun des groupes. Donc, globalement, avec la première composante principale. Et donc là, après, on a fait donc là, on est en train d'étudier, donc c'est encore, on est encore en train de travailler là-dessus avec Nausicaa. Donc les données, on a fait une annotation fonctionnelle et ensuite un enrichissement. Donc c'est-à-dire qu'on on leur a donné une annotation en fonction de leur processus biologique, mais aussi leur compartiment cellulaire et leurs fonctions moléculaires. Et après, on les a agrégées entre elles en fonction de ces 3 informations. Mais celle qui était le plus intéressant au final, c'était le processus biologique, donc c'est celle que je présente ici. Donc, pas forcément très lisible, en tout cas pour ceux qui sont devant moi, ils n'arrivent pas forcément à lire, mais il y a plusieurs informations. Donc, déjà, dans un premier temps, on voit beaucoup d'informations qui sont sur ici, par exemple, qui sont sur le système immunitaire. Donc, c'est complètement normal puisque le prélèvement à la base est du sang. Donc, ça va être forcément des actions qu'on va essentiellement retrouver à ce niveau-là. Et on les retrouve surtout en surexpression chez le large white, qui pourrait aussi s'expliquer dans le fait que le large white est moins adapté au milieu tropical. Et donc, la chaleur, on sait que va provoquer, si l'animal n'est pas habitué, à une augmentation de l'expression et de l'activité au niveau du système immunitaire. Donc, c'est assez logique de retrouver cette activité-là chez le large white au final. On retrouve aussi ici à ce niveau-là adult behavior, donc c'est tout ce qui est maturité sexuelle. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est surexprimé à cette fois-ci chez le créole. Et donc, bon, j'avais pas forcément dit au tout début, mais c'est une des caractéristiques qu'on retrouve pour différencier les deux races. C'est que la maturité chez la race créole est plus précoce, la maturité sexuelle est plus précoce. Donc, c'est aussi normal de retrouver cette activité-là. Et on retrouve aussi à ce niveau-là, donc là, c'est les muscles, donc la prolifération de cellules musculaires. Donc, on retrouve donc qui est une surexpression au niveau du large white. Et c'est aussi assez logique dans le sens où la croissance est plus forte chez le large white. Donc, après, on est encore en train d'étudier, donc il y a peut-être d'autres informations qui vont venir petit à petit, mais c'est déjà les premières constatations qu'on s'est rendu compte. Donc là, c'est juste un exemple parce que c'est d'autres choses qu'on peut faire, mais pour l'instant, c'est pas forcément très interprétable. Donc, on peut faire aussi des graphes métaboliques. Donc là, on a utilisé la base de données KEGG pour pouvoir générer ces réseaux métaboliques. Le problème actuellement, c'est que ces bases de données sont essentiellement centrées sur l'humain et que du coup, ce qu'ils vont nous donner, ça va être des mécanismes de maladie, ce qui ne nous intéresse pas. Mais on va essayer de pousser un peu plus là-dessus pour voir si on arrive à sortir de l'information à ce niveau-là. Mais c'est en tout cas une des pistes qu'on peut faire, une des analyses qu'on peut faire. Voilà. Et donc là, actuellement, on est aussi en train de faire des analyses complémentaires qui sont des recherches de variants ponctuels, donc qui sont centrées sur les insertions, délétions et les SNP. Donc, ce sont des altérations qu'on retrouvera au niveau du génome
et ce n'est pas des informations qui sont des altérations qui sont forcément liées à la transcription. Enfin, même elles ne sont pas liées à la transcription à ce niveau-là, vu que ce sera sur les parties codantes. Et l'idée, ce serait de voir si on arrive à observer un polymorphisme qui est propre à la race créole. Donc, qu'on arrive à trouver des variants qu'on ne trouve pas chez le large white, mais qu'on les trouve chez le créole. Et donc, pour cela, j'ai mis en place un pipeline qui est un peu similaire à celui qu'on utilise pour l'exome. Donc, c'est à savoir, donc, je suis partie de mon alignement, je ne l'ai pas refait, ça ne sert à rien. Et à partir de cet alignement, j'ai fait ce qu'on appelle un variant calling. On va rechercher toutes les différences entre nos données alignées et le génome de référence. Et pour ça, j'utilise AppleTypeCaller de GATK. Et après, on fera une annotation avec BEP, puisqu'il y a une base de données d'annotation pour le port. Donc, c'est celui qui est le plus utilisé. Pour l'instant, il n'y a pas de résultats que je peux vous donner parce que les données sont en cours. Donc, on attend pour savoir les résultats. Et j'ai fini à ce niveau-là. Je n'ai pas fait de diapo de fin. Mais je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Moi, j'ai juste une question par rapport attendez. Oh, pardon. Allez-y, allez-y. Oui, c'était par rapport à ce que vous nous avez expliqué sur les prélèvements. Donc, Oui. en fait, vous avez fait une étude de variabilité d'expression de gènes, Oui. donc en analyse 1 et en analyse 2, c'est ça? C'est-à-dire que vous comparez les résultats analyse 1 et les résultats analyse 2 pour pouvoir dire si vous avez une surexpression ou une sous-expression de gènes. Alors, je vais reprendre, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément hyper clair comment je l'ai dit. En fait, on va prendre, donc là, les données de l'analyse 1, ça va être à la fois les données, en fait, on va comparer les données de large white qui ont été nourries sans restriction, et on va les comparer aux créoles sans restriction. Et comme on avait aussi des données après réalimentation, que ce soit donc, après réalimentation, j'ai aussi fait une analyse, une deuxième analyse. Mais les deux analyses, elles sont faites en parallèle. Et l'idée, ça va être aussi de regarder, évidemment, ça va appuyer le fait que ce qu'on voit, si on repère des surexpressions et sous-expressions, si on les voit dans les deux analyses, effectivement, ça va forcément appuyer. Mais les deux analyses sont faites en parallèle et il n'y a pas de comparaison particulière entre les deux. Je ne sais pas s'il y avait une autre remarque. Vous comparez donc deux espèces pour une réponse à un jeune, c'est ça? D'accord. Mais vous ne comparez pas non plus une même espèce, les mêmes personnes, enfin, les mêmes individus qui ont une expression de gène qui va peut-être varier après un jeune au sein d'une même espèce. Alors là, c'est juste que je ne les ai pas présentés. Mais on fait effectivement aussi toutes les analyses pour avoir, enfin, c'est pas après le jeûne, mais c'est après réalimentation, parce que à J28, en fait, ils viennent d'avoir fini leur période de restriction. Donc là, en fait, ce qu'on va voir, c'est l'état de transcription après restriction versus l'état de transcription après réalimentation. Donc ça, on le fait aussi, mais c'est juste que je ne l'ai pas présenté. Et pourquoi je ne l'ai pas présenté ici? C'est parce que ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les données sont des données sanguines. Et donc, elles vont avoir beaucoup d'informations sur tout ce qui est immunité, qui ont pas mal pollué les analyses. Et pour l'instant, on est en train d'épioter tout ça. Et c'est un petit peu difficile d'avoir les autres mécanismes autres que l'immunité pour ces genres de cas. C'est bon? Oui. Merci.
Donc, j'avais une question dans la salle. Oui, c'était juste par rapport à l'expression différentielle des gènes. Donc, il y a bien deux critères, la probabilité et le fold change. Oui. Du coup, là, d'après ce que j'ai compris en regardant les vocabulaires, c'est que les deux, vous considérez qu'un gène est sous-exprimé, il faut qu'il y ait les deux choses. Donc, par exemple, si j'ai un fold change supérieur à 2, mais que je n'ai pas une valeur significative, c'est considéré ça. Exactement. C'est la probabilité est aussi importante que le fold change. Sachant que le fold change, ce que j'expliquais, on peut essayer de regarder enfin, là on voit pas le -1, mais on peut aussi regarder entre -1 et -2, mais il y a plus de probabilités que ce soit du bruit que réellement une franche surexpression ou sous-expression. Et bon, après, l'autre question, c'était par curiosité par rapport à la suite. Du coup, une fois qu'il y a des gènes qui sont identifiés, qui sont caractéristiques de chaque, qui se soient exprimés ou exprimés dans chacune des variétés, quelles seraient les applications en moyen terme? Alors là, c'était vu que en fait, les données créoles, il y en a très très peu de génétique. Donc c'était vraiment une première approche assez, je veux dire un gros mot, mais assez naïve. Mais c'était vraiment pour avoir des premières données, pour savoir un peu de quoi on parle et avoir des idées par la suite. Après, c'est en cours de discussion. Pour l'instant, on n'a pas enfin, probablement que Nausicaa a peut-être des idées par la suite, mais on n'a pas encore eu le temps d'en discuter à ce niveau-là. Mais enfin, tout est possible. Après, il peut y avoir des études d'écrasement de variétés. Exactement. Par exemple. Exactement. Pas forcément de croisement de variétés, mais juste une sélection, tout simplement. Ça peut être aussi une possibilité. Voilà, pas d'autres questions? C'est bien les graphiques, c'est avec le R, c'est ça? Oui, c'est avec R. Okay. C'est ça. J'ai pas vu tout ça. Ok, je crois pas qu'il y ait des questions. Oui, je suis pas forcément très précise sur le terme race et espèce. Désolée. Voilà. Oui, juste petite question, c'est pour par rapport à donc votre manipulation donc sur place. Donc vous faites, en fait, vous préparez vos librairies et c'est vos librairies que vous envoyez pour séquençage dans le laboratoire, je ne sais plus quel laboratoire. C'est à Genotool. Oui. D'accord. Donc c'est ça que vous faites. Vous faites vos librairies puis vous les envoyez à Genotool. On envoie la DNC. Si je dis pas de bêtises. J'ai pas vu ça. J'ai vu que vous envoyiez après avoir mis vos mais je crois que vos adaptateurs. Oui, on multiplex, donc ça c'est sûr que les adaptateurs sont peut-être. Alors ça, je sais pas exactement, c'est pas. Quand vous parlez de ligation des adaptateurs, c'est pas les librairies? Si, c'est aussi les librairies, mais j'avoue que je sais que les barcodes sont ici, ils multiplex, c'est sûr. Et après, est-ce que les adaptateurs sont ajoutés ici ou ils sont ajoutés à Genotool? Je dois avouer que je ne sais pas. D'accord, mais c'est pas grave. Mais ça, c'est presque un détail à ce niveau-là. Genotool, c'est une plateforme qui est liée à l'INRAE. Okay. C'est vraiment dans l'INRAE, qui est à Toulouse, d'où Toul. J'ai une question par rapport au kit d'extraction. Dans la première étape, on fait l'extraction des ARN totaux, par machin gel, etc. Parce que il faut quelque chose qui augmente un peu le rendement de fonction des ARN. Alors,
moi, je ne suis pas experte là-dedans, mais je sais que maintenant, ils font des kits pour sélectionner. Alors, il y a soit de supprimer les ARN ribosomaux, soit pour sélectionner les ARN messagers. Et maintenant, on n'utilise quasiment que les kits pour sélectionner les ARN messagers, parce que les rendements sont beaucoup plus forts. Ça va vraiment concentrer les ARN M et avoir que nos séquences d'intérêt. Parce que j'en ai pas parlé, justement, j'ai tout mis là-dedans, mais les ARN ribosomiques, ça peut être 98%, je crois, des ARN. Donc, ça peut vraiment polluer si on les élimine pas. J'ai vu que tu utilises Star. Oui. Ça prend beaucoup de temps, c'est ça, de calcul. Alors, oui, ça peut prendre beaucoup de temps, effectivement. Tout ce qui est... Alors, personnellement, j'utilise... Donc, Genotool, il propose aussi ce qu'on appelle un cluster de calcul. Donc, ça, c'est très pratique parce que ça nous réduit considérablement les temps de calcul par chez nous et ça nous évite d'avoir des machines de compétition, même s'il faut bien quand même un petit peu de matériel pour travailler. Généralement, je mets... là, on avait combien d'échantillons? Une grosse trentaine, je crois, et toute la partie pipeline, ça mettait une grosse 10 jours à peu près. Non-stop, hein, bien sûr. Donc ça peut être très bien. Après, c'est quand même assez rapide par rapport à... Parce que c'est très optimisé, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais c'est Star qui gère tout seul, ça c'est assez pratique. Est-ce que vous utilisez un peu Galaxy pour les analyses? Alors, moi, ce que j'essaye de faire, mais Genotool, ils n'ont pas trop travaillé là-dessus, mais j'aimerais qu'on mette ça en place à l'INRA, c'est que les chercheurs maîtrisent en fait le pipeline que j'ai mis en place et que eux, ils arrivent à le faire au moins une fois avec Galaxy. Donc, ce serait, je pense que dès que je peux, soit mettre en place quelque chose pour justement les former et qu'ils arrivent à comprendre toutes les étapes et qu'ils sachent refaire, même si ils ne le font pas à grande échelle parce que c'est pas forcément adapté, je trouve, quand même, Galaxy. Mais pour apprendre et comprendre exactement toutes les étapes, c'est pratique. Parce que Galaxy, je trouve que comme c'est un peu pour les non-biopropres, Ah oui. Oui, oui, c'est ça. C'est bien de voir les mutualités et que tous les instituts puissent adopter et aussi l'enrichir. C'est bien aussi qu'on peut l'enrichir. D'autres questions? D'autres questions? Non? Oui, Bon, bonjour. Ah. Allô? Oui. Ouais, du coup, je l'ai écrit. Je voulais demander juste combien, finalement, j'ai raté l'info peut-être, combien d'individus avez-vous utilisé par groupe d'études et du coup, est-ce que vous avez regardé un peu le niveau de variabilité interindividuelle au sein de Large White dans une catégorie particulière ou versus la même catégorie chez le créole, par exemple. Et voilà. Alors, je vais reprendre. Alors, effectivement, je n'ai pas les chiffres exacts. Au niveau des sans restriction, on a 6 échantillons. Donc, c'est 6 animaux qui ont été... et on en a plus, je crois qu'on en a le double. On en a 12 à ce niveau-là qui ont une restriction. Sachant que les animaux qui ont été prélevés à J28, ce sont les mêmes qui... Enfin, voilà. Donc là, forcément, quand on a J28, J42 pour l'analyse 1, on a des données qui sont en double au final parce que c'est le même animal.
Le même animal, pardon. Enfin, du coup, Ouais. ça fait 6 fois 2. Après, pour les interespèces, donc ça, on l'a fait un peu et on a globalement, en règle générale, on n'a pas beaucoup de variabilité. Après, c'est à calculer et à chiffrer réellement. On n'a pas beaucoup de variabilité, à part parfois c'est justement, ça se voit sur les PCA à la toute fin. On a tout de même des échantillons qui ont une variabilité qui n'est pas explicable parce qu'on a essayé de voir si là, par exemple, on a cet individu-là Ouais. qui est un peu extrême, ou là, on en a deux, là, un ici et un là. Donc, qui ont eu, on a regardé s'ils ont eu des comportements particuliers au niveau de l'alimentation ou s'ils avaient des poids qui variaient beaucoup et ce n'est pas explicable de cette façon-là. Donc après, on n'a pas regardé il y a plein d'autres explications possibles, forcément, et on n'a pas forcément toutes les données là-dessus. Mais avec les données qu'on a actuellement, on ne peut pas expliquer si c'est vraiment une variabilité juste de l'individu ou s'il y a une explication, il a subi un stress. Peut-être que c'est tout simplement un stress au niveau du prélèvement. Ça peut, euh, ça peut aller très vite à ce niveau-là. Voilà. Ok, Mais sinon, on a globalement, enfin, c'est pas chiffré encore, mais on n'a pas vraiment de variabilité, en tout cas entre espèces, entre chacune des deux races, enfin espèces, je me trompe. Moi, j'avais une question, c'est Michel, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ça va. Ok, merci pour l'exposé. Moi, j'avais une question, c'était sur la partie SNP. Oui. J'ai pas bien saisi, donc j'ai peut-être aussi pas pas très bien écouté. Euh, Tu vas essayer de remonter des analyses transcriptomiques jusqu'aux variants structuraux, SNP ou Wendel, qui peuvent expliquer cette variabilité-là, c'est ça? Alors, c'est Ou, pas des variants structuraux, c'est des variants ponctuels. Les variants structuraux, justement, enfin, on pourrait en voir, mais on ne pourrait pas savoir si c'est lié à la génétique, au génome, ou si c'est lié à la transcription, donc soit un épissage alternatif ou une erreur, autre chose qui s'est produite. Donc, c'est vraiment des choses ponctuelles qu'on voit. ponctuel, mais c'est juste sur des variants codants. Parce que Oui. où tu vas essayer de faire le parallèle avec avec des analyses génomiques, à ce moment-là plus complètes, qui va Alors, regarder les variants dans des zones éventuellement non codantes ou des zones de régulation. donc là, pour l'instant, ça va être juste essentiellement du codant, parce que justement, c'est ce qu'on pourra voir avec les ARNM, c'est les zones codantes. Pour voir le mieux, ce serait qu'on ait des prélèvements génétiques pour voir justement avoir ces parties non codantes et justement qui pourraient expliquer pourquoi on a des différences d'expression, par exemple, ou pourquoi on a des épissages alternatifs qui se sont formés. Donc ça pourrait être intéressant. Mais avec juste des prélèvements donc de RNA, enfin des données RNA-seq, les seules données qu'on peut réellement exploiter sans faire de mauvaises interprétations et donc savoir que ça vient de l'information génétique à la base, c'est vraiment c'est vraiment ces variants ponctuels qui sont de 1, 2, 3 bases maximum et qui sont sur les zones codantes. D'accord. Okay, merci. Plus de questions? Bon. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette présentation. Et Merci. Merci beaucoup, Alice. Merci pour d'avoir accepté aussi de présenter. Et si vous avez peut-être que tu as encore des
sujet. Bon, ben merci. Merci à tous et à très bientôt. Je ne sais pas c'est qui le prochain, la prochaine, mais préparez-vous. Ok. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci.